Bah c'est parti. Comment ça va vous? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière puisqu'il s'agit de la première vidéo de la chaîne YouTube. Pour cette première vidéo, on va aborder un terme particulier puisqu'il s'agit de l'histoire des Eternals. À l'heure où je tourne, ça fait pile poil une semaine que le trailer est sorti. Cette vidéo ne sera donc pas une vidéo réaction ni une vidéo analyse aux trailers puisque d'autres personnes l'ont déjà fait avant moi. Je vous conseille notamment l'analyse du trailer par Jordan Universe qui a fait une vidéo totalement qualitative. Vous pouvez la trouver dans la description bien évidemment. Ici avec vous, je vais donc me concentrer sur l'histoire des Eternals à travers le comics. Ce qui explique les quelques incohérences que vous allez pouvoir voir entre les œuvres cinématographiques et l'histoire que je vais vous conter juste après. J'ai forcément supprimé quelques passages afin que l'axe général, on va dire, soit vraiment compris de tout le monde puisque c'est très long comme histoire. Et histoire aussi que vous ayez que l'essentiel et pas Pierre-Paul Jacques qui vont voir tonton tata, ça non. Bref, je vais arrêter de blablater, on va tout de suite se lancer dans l'histoire. Accrochez-vous, accrochez vos neurones, c'est parti, on y va. Les Éternels sont donc une branche humanoïde issue des expériences génétiques conduites par les Célestes lors de la venue de leur première grande armée sur Terre il y a environ 1 million d'années. Les Éternels sont donc en partie liés aux Déviants qui eux aussi sont issus des expériences génétiques des Célestes mais qui sont génétiquement instables et aux humains dits standards. L'expérience des Célestes a tout simplement imprégné le corps des Éternels d'énergie cosmique, ce qui fait qu'on peut les différencier des autres espèces. On peut donc considérer que les Célestes ont créé deux branches de l'humanité, une à l'image des dieux par les Éternels et une à l'image des démons par les Déviants. Dans cette vidéo, je vais pas m'attarder sur le pourquoi du comment les Célestes ont décidé de faire un petit tour sur Terre, sinon ça va vraiment être trop long. Après leur création, les Éternels vont rapidement établir leur société, s'isolant des humains et des Déviants et ne les côtoyant que très peu pendant des siècles. Leur société sous la direction de deux frères, Chronos et Uranos, qui vont créer ensemble la ville de Titanos sur Terre, qui servira de demeure mais également de forteresse aux Éternels. Un peu à la manière de Romus et Romulus qui vont créer Rome. En soi, les Éternels sont considérés comme immortels. Le seul petit hic est leur taux de natalité car on observe une naissance d'Éternels tous les 1000 ans, ce qui est vraiment très peu et aura pour incidence de les conduire en infériorité numérique comparée aux autres races. Cependant, Uranos, l'un des deux frères à la tête de la société des Éternels, est convaincu de la supériorité de son peuple et veut utiliser ses capacités afin de conquérir le monde. Quand Chronos, l'autre frère, refusa, ce fut le drame puisque ça amena la société des Éternels à entrer en une guerre civile qui va diviser le peuple en deux groupes. Chronos, que l'on va appeler le bon frère, lui veut rester caché et laisser les autres vivre pépouze sur Terre leur vie de déviants et d'humains. Il va donc s'allier à un autre Éternel afin de monter une faction d'Éternels pour s'opposer à son frère Uranos. C'est un peu l'épisode Scar versus Mufasa des Éternels. Finalement, sans surprise, c'est Chronos, le bon frère, qui va triompher d'Uranos, qui lui va être exilé avec ses partisans dans l'espace. Il décida donc de se consacrer à sa famille en élevant ses deux fils, Alars et Zuras, mais également se consacrant à la science et en améliorant la vie de son peuple en étudiant l'énergie cosmique qui est l'énergie principale des Éternels. Je vous préviens que niveau science, dans cette histoire, on est vraiment servi. Un jour, alors que tonton Chronos est à son laboratoire, il réussit à isoler l'énergie cosmique. Cependant, patatras, la fiole contenant l'énergie cosmique se révéla hautement instable et se brisa. Ah bah sinon c'est pas drôle. Déclenchant ainsi une incroyable et formidable explosion. L'énergie cosmique libérée si brutalement détruisit totalement la ville de Titanos en même temps qu'elle désintégra le corps de Chronos. RIP tonton Chronos. Mais rebondissement, l'esprit de tonton Chronos surviva et atteigna une nouvelle forme de conscience incorporelle, rejoignant ainsi le rang des entités cosmiques et pouvant toujours communiquer avec ses fils. Ne pouvant donc plus régner, Chronos décida de laisser le gouvernement de son peuple. D'opinions différentes, les fils de Chronos, Alars et Zuras décidèrent de réunir les autres Éternels afin de décider lequel des deux succéderait à leur père. Utilisant leur nouvelle capacité afin de voter, ils formèrent le premier grand esprit réunissant tous les Éternels en une seule entité. C'est un peu comme si on prenait à part toutes les abeilles d'une ruche, qu'on les collait ensemble et qu'on leur demandait de voter pour leur reine. Là je raccourcis un peu mais c'est Zuras qui va remporter le vote en devenant le nouveau premier Éternel à la place de son père. Alars, l'autre frère qui veut éviter tout nouveau risque de guerre civile, décide de s'exiler lui-même de la Terre, mais ça on va revenir dessus plus tard. Là, on va revenir du côté d'Uranos, le méchant frère du début qui n'est pas parti à Center Park avec ses partisans. Du côté d'Uranos et ses partisans, ils ont eux atterri sur une nouvelle planète qu'ils ont décidé de baptiser Uranus. Très créatif comme mec. Qui se révéla être un ancien avant-poste des Kree.
Uranos décida de détruire la base des Cris afin d'utiliser cette base pour se construire un vaisseau et retourner sur Terre afin de se venger de son frère Chronos. Il partit donc en direction de la Terre avec son nouveau vaisseau tout en laissant 4 peuples de son gang sur Uranus. Cependant tout ça va attirer les Cris qui vont se diriger en direction d'Uranus mais qui vont tomber face à face avec le vaisseau d'Uranos et son gang. J'espère que vous arrivez quand même à suivre. Une confrontation prit alors place entre les Cris et Uranos. Lors d'une confrontation, les Cris réussirent à capturer un éternel Harlock afin de le disséquer et d'observer l'origine de la puissance des éternels. Les Cris découvrirent alors l'existence d'une vie humanoïde sur Terre et entreprirent eux aussi de créer des êtres à la capacité surhumaine, qui seront connus des années plus tard comme étant les Inhumains. C'est là où on peut voir que l'histoire des éternels est de près ou de loin liée à tout l'univers Marvel. Revenons du côté d'Uranos et de ses potes qui ont survécu à la destruction de leur vaisseau tout en arrivant sur la planète Titan, l'une des lunes de Saturne. Bloqués sur Titan et sans vaisseau, ils décidèrent de s'installer sur la planète. Mais ça c'était sans compter sur la nature guerrière d'Uranos qui va déclencher une nouvelle guerre entre ses partisans, ne laissant qu'une seule survivante, Suisan. On va dire Suisan. Peu de temps après, Alars, le fils de Chronos, qui s'était lui-même exilé de la Terre après l'élection de Zuras, arriva également sur Titan où il ne trouva que Suisan à travers les ruines de la civilisation des éternels d'Uranos. Il épousa donc cette dernière. Ça perd pas de temps chez les éternels, mais en même temps, à l'époque, sur Titan, ça devait pas être très actif sur Tinder. Ils bâtirent ensuite un havre de paix sous la surface de Titan, créant un lieu idyllique et merveille de science. Alars, qui a dû hériter de son père, se lança sur les recherches sur le clonage et l'ingénierie génétique afin de repeupler Titan. Alars qui abandonna au fur et à mesure son nom de baptême pour finir par s'appeler Mentor. Pourquoi ? Parce que sur Terre, Zuras incita les éternels à abandonner la ville de Titanos afin de construire 3 nouvelles villes. On a donc Océanos, Polaria et Olympia. C'est à cette époque que les éternels et les déviants vont commencer à s'affronter à plusieurs reprises, faisant naître une rivalité entre les deux peuples. On arrive alors 18 000 ans avant Jésus-Christ où la seconde armée des Célestes va revenir sur Terre. Les Célestes attaqués par les Déviants vont riposter en détruisant le continent de la Lémurie qui n'était rien d'autre que le continent abritant la puissance des Déviants. Tout cela va déclencher le grand cataclysme qui va ramener l'humanité des milliers d'années en arrière et qui va totalement remodeler le globe. Bien joué les gars. L'éternel Icaris, tel Noé, guida quelques humains sur une arche afin de les sauver. Là, faut accrocher vos neurones parce que ça part très loin. Durant leur séjour, la seconde armée des Célestes condamna l'un des siens connu sous le nom de Tiamut, enfermant son énergie dans une fiole qui fut confiée à l'éternel Valquin, oncle d'Icaris, aka le Noé des humains. Oui, l'éternel et le Céleste kiffent mettre des trucs dans des fioles. Pourquoi? On ne sait pas. Valquin reçut également la charge de veiller sur plusieurs armes amenées par les Célestes dans la pyramide des 4 vents. Pyramide scellée et ouvrable uniquement par Valquin ou ses proches parents. Le mec a clairement le code des armes nucléaires de notre époque. Les déviants, bien qu'exilés sous terre depuis le grand cataclysme, luttent pour revenir à leur grandeur sur terre mais sont toujours stoppés par les éternels qui vont revenir plusieurs fois aider l'humanité, ce qui donnera la naissance de plusieurs légendes. Le plus fameux de ces héros est l'éternel connu sous le nom de l'oublié qui sera appelé par les humains Gilgamesh. Par ailleurs, à cause de leur pouvoir, plusieurs éternels vont être confondus par les humains avec des dieux et notamment avec les dieux de l'Olympe. Afin de mettre un terme à cette situation, Zuras, chef des éternels et Zeus, souverain des Olympiens, forgèrent un pacte. Le pacte autorisait le peuple des éternels à agir comme représentants des dieux de l'Olympe sur Terre, forgeant ainsi une paix durable entre les deux peuples. La fille de Zuras prit le nom de Théna en hommage à la fille de Zeus, la déesse Athéna. Aux environs de l'an 1000, le dieu asgardien Thor vient en aide aux éternels pour combattre le déviant Dromédan. Juste après le combat, la 3e armée des Célestes revena sur Terre, jamais 203, venant étudier les résultats de ses expériences. L'éternel Ajak forma alors un lien spécial entre lui et les Célestes, leur servant d'émissaire auprès de son peuple. Zuras et Ajak préparèrent alors le départ des Célestes et se mirent à attendre le retour de ces derniers sous la forme de la 4e armée qui serait là pour juger la Terre. Alors que le 20e siècle avançait, les déviants qui avaient au cours des derniers siècles réduit leur activité les reprirent, craignant le jugement des Célestes. Quand le chef de guerre des déviants, Kro, décida de s'impliquer dans la Seconde Guerre mondiale, Zuras décida lui aussi d'envoyer un éternel afin de s'opposer à lui. Cet éternel est appelé Makari. Peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, le scientifique humain Horace Grayson et son fils Robert décidèrent de quitter la Terre et s'en allèrent dans l'espace en direction d'Uranus. Ils rencontrèrent ainsi les héritiers des éternels d'Uranos qui les accueillirent à bras ouverts. Les éternels d'Uranos avaient quant à eux découvert la théorie du tout et cherchaient une raison pour continuer à vivre ayant tout découvert. Ils mirent donc leurs espoirs en le Père
et le fils Grayson, les Éternels d'Uranus firent du fils Grayson le Marvel Boy des comics. Cependant, lors d'une absence de ce dernier, Deathsurge rendit visite aux Uraniens et décimèrent toute la population ainsi que Papa Marvel Boy. Quand Marvel Boy revint sur Terre et découvrit la population des Éternels et son père massacré, il faillit perdre la raison. Il découvrit néanmoins une autre race sur Uranus qui était la population native de la planète, les Uraniens. Ils le recueillirent et modifia sa biologie. Cependant, ce dernier voulait retourner sur Terre, jugeant l'humanité comme responsable de la mort de son père. Je raccourcis un peu, mais en gros, il va arriver sur Terre et il va périr contre un combat contre les 4 Fantastiques. Vers la même époque, plusieurs Éternels s'étaient intégrés à la société humaine. Certains devenant donc stars de cinéma au Japon, officiers au sein du KGB, hôtesses dans des bars à New York. Au cours du même siècle, Suisan et Mentor sur Titan eurent un fils qui est, je vous le donne en mille, Thanos. Thanos qui était un mutant qui vénérait la mort elle-même. Il fut chassé de Titan afin de revenir à la tête de sa propre armée où il tua sa mère en la disséquant. On va où là? Mentor, venant alors de perdre son épouse, se tourna vers son père Chronos afin de recevoir de l'aide. Chronos transforma alors l'esprit d'Arthur Douglas, un humain tué par Thanos, en Drax le Destructeur. C'était un être au pouvoir vaste et destiné à être l'ennemi acharné de Thanos. Je précise encore une fois que l'on est dans l'histoire des comics et non pas dans les œuvres cinématographiques, ce qui explique les différences. Finalement, la folle quête de Thanos pour obtenir l'amour de la mort le fit entrer en conflit avec les héros de la Terre. Néanmoins, après avoir obtenu le pouvoir ultime, il fut vaincu par le héros Kree, Captain Marvel, et Titan fut libéré. Thanos survécut quand même et continua de menacer l'univers. De l'autre côté, Ajak et Ikaris accueillirent la 4e armée des Célestes qui venait sur Terre. Mais les déviants, redoutant toujours les Célestes, tentèrent de manipuler l'humanité afin qu'elle se retourne elle-même contre les Célestes. Les Éternels dévoilèrent leur existence aux humains afin d'apaiser leur peur envers les déviants et les Célestes. Pour décider de la conduite à avoir face aux Célestes, les Éternels décidèrent de se réunir encore une fois en un grand esprit pour savoir quel comportement adapter face à la 4e armée. Ils se mirent d'accord que les 3 branches de la Terre, déviants, éternels et humains, devaient s'unir. Pendant ce temps, les déviants attaquèrent le vaisseau mère des Célestes, mais l'éternel Gilgamesh vint en aide au vaisseau, protégeant ainsi le seul Céleste resté à bord. Le Céleste à bord est connu sous le nom de celui au-dessus des autres. Le melon. C'est le moment que choisit l'éternel Druig pour partir à la recherche des armes des Célestes enfermées dans la pyramide des 4 vents. Il força alors l'éternel Ikaris à lui révéler l'emplacement de la pyramide, mais lorsqu'il tenta d'activer l'une des armes, Ikaris détruisit Druig et l'arme. Le Céleste, nommé celui au-dessus des autres, envoya l'éternel Gilgamesh prévenir son peuple de ne pas interférer avec la mission de la 4e armée des Célestes. Bien que Gilgamesh ait vaincu la plupart des éternels sur Terre, il fut vaincu lui-même par Thor. Il revint alors parmi les éternels comme leur égal, aidé par son ami Sprite qui est le plus jeune des éternels. Craignant le jugement des Célestes, Odin et les Éternels décidèrent de s'allier contre la 4e armée des Célestes, reformant ainsi un grand esprit pour les combattre. Les Célestes dissipèrent cependant le grand esprit et le contre-coup psychique tua Zuras sur le coup. Mais toutefois, les Célestes jugèrent en faveur de la Terre avant de repartir, tout en effaçant de la mémoire des humains, les déviants et les Éternels. Profitant du décès de Zuras, les déviants attaquèrent la ville d'Olympia, faisant alors prisonnier la totalité des Éternels habitant la ville. Le déviant Todd, lui, espérait acquérir l'immortalité en dissociant les molécules des Éternels afin de les ingérer pour devenir immortels. Mais Iron Man vint aider les Éternels qui finirent par l'emporter sur les déviants, transformant la plupart d'entre eux en blocs de pierre. Plus tard, les Éternels de la Terre finirent par rencontrer Eros, fils de Mentor de la planète Titan et également frère de Thanos, apprenant par la même occasion le destin de Alars devenu Mentor. Les Éternels de la Terre laissèrent participer Eros quand il s'agit de réunir encore une fois le Grand Esprit pour voter sur le successeur de Zuras. Sur Terre, seul un petit groupe d'Éternels demeura, guidé par Théna, la fille de Zuras. Cependant, cette dernière était sous l'influence de Kro, le souverain des déviants, sans qu'elle ne le sache. Il la manipula d'une manière à ce qu'elle trahisse elle-même son propre peuple. L'Éternel Ikaris défia alors Théna afin de récupérer le rôle du premier Éternel, ce qu'il réussit. Quelque temps après apparut que la lésion entre Kro et Théna avait donné naissance à 2 enfants, des jumeaux connus sous le nom humain de Donald et Deborah Reiter, ignorant tout de leurs origines.
Téna et Crow révélèrent alors leurs origines à leurs enfants avant qu'elles ne décident de continuer elles-mêmes leur éducation. Concernant les autres éternels de la Terre, ils décidèrent de s'approcher encore une fois de l'humanité. Icaris prétendit alors que lui-même et les autres éternels n'étaient en fait que de simples surhumains. Par ailleurs, plusieurs éternels de la Terre s'opposèrent à Thanos quand ce dernier prit possession du cœur de l'infini. Plus tard, l'éternel Sprite, lassé de demeurer un adolescent, entra en contact avec les énergies du céleste Tiamut qui avait été auparavant mis en fiole par les autres célestes. Il put provoquer une amnésie générale qui amenèrent tous les éternels à vivre une vie d'humain dite standard, sans aucun souvenir de leur passé, de leur vraie nature et de leur pouvoir. Seul Icaris conserva quelques souvenirs et fut à même de réveiller les siens tout en affrontant une armée de déviants à cette occasion. Par ailleurs, Zouras, qui était mort, revint à la vie grâce à l'expérience d'un autre éternel. Il reprit alors sa place de premier éternel quand le plan de Sprite fut déjoué. Si certains éternels ont pu retrouver leurs souvenirs, ce n'est pas le cas de tous. Icaris et ses amis prirent donc la décision d'aller réveiller les autres éternels qui se dissimulaient encore dans la population humaine. Mais Druig, un autre éternel que l'on a pu voir auparavant, entreprit la même mission de son côté. Ainsi, une lutte entre Druig et Icaris explosa, chacun essayant de rallier les éternels de leur côté. Les deux groupes se retrouvant face à face à San Francisco, Icaris recevant l'aide des X-Men. Mais bientôt tous les protagonistes durent se rallier puisque la Horde, une attaque cosmique, venait d'attaquer la Terre. C'est alors que le céleste Tiamut décida d'intervenir lui-même. Alors que les héros commençaient à succomber, le céleste Tiamut décida d'agir par lui-même. Il détruisit la Horde avant de remettre la Terre à son état antérieur avant l'attaque. Le céleste disparut alors pour rejoindre l'énigmatique endroit connu sous le nom de Fulcrum. L'endroit. Actuellement, les activités des différentes factions des éternels sont inconnues. Mais on sait qu'au-delà de la Terre et de son entourage proche, d'autres éternels sont connus à travers la galaxie. Et voilà, c'est la fin pour le moment de l'histoire des éternels. On verra ce que l'avenir nous dit. J'espère que cette vidéo vous a appris l'histoire des éternels ou si vous la connaissiez déjà, quelques petits détails supplémentaires, sachant que j'ai éliminé énormément de passages de l'histoire pour me concentrer sur le principal. Cette vidéo vous aura peut-être donné envie d'aller voir le film ou augmenter votre hype, en tout cas je l'espère énormément. Je vais donc conclure en vous disant que si vous avez bien aimé cette vidéo, si vous avez des remarques ou des conseils à me donner, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez également lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé cette histoire fabuleusement racontée. Je vais peut-être un peu loin. Et également vous abonner si vous voulez suivre le reste de mon contenu. Je suis également présente sur les réseaux sociaux, vous avez tout ça dans la barre d'infos juste en dessous. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine et des bisous, faites attention à vous.